Vendredi en Éthiopie, les forces de défense se sont dirigées vers le nord de Tigré suite à l'annonce par le Premier ministre Abiy Ahmed qui a ordonné une offensive finale contre les dirigeants dissidents de cette région. En Gambie, le gouvernement a prolongé de 6 mois le mandat de la Commission Vérité et Réconciliation mise en place par le président Adama Barrow pour enquêter sur les droits de l'homme sous l'ex-président Yahya Jammeh. L'OMS s'inquiète du retard des pays africains dans la préparation à recevoir un vaccin contre Covid-19 qui sera la plus grande campagne de vaccination jamais menée sur le continent. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Les forces de défense éthiopiennes se sont dirigées vers le nord du pays, dans la région du Tigré, suite à l'annonce par le Premier ministre Abiy Ahmed qui a ordonné une offensive finale contre les dirigeants dissidents de Tigré, affirmant que la date limite pour leur reddition était expirée. Coupée du reste du pays, aucune information n'a filtré dans la zone jusqu'à l'heure. Reportage. Vendredi matin, 24 heures après l'ordre donné à l'armée fédérale, il n'était pas possible de savoir si l'offensive contre Mekele avait effectivement commencé. Le Tigré est quasiment coupé du monde depuis le début du conflit, ce qui rend difficile la vérification sur le terrain et de sources indépendantes des affirmations de l'un et l'autre camp. Aucun bilan précis des combats au Tigré n'est jusqu'ici disponible, mais au moins plusieurs centaines de personnes ont été tuées et plus de 40 000 Éthiopiens se sont réfugiés au Soudan voisin pour fuir le conflit. Jeudi, la télévision officielle éthiopienne IBC a affirmé que les dirigeants du TPLF étaient retranchés dans divers lieux de Mekele, dont une cimenterie, un musée et un auditorium, communiquant par radio militaire. Fer de lance de la lutte armée contre le régime militaro-marxiste du Derg, renversé en 1991, le TPLF a ensuite contrôlé l'appareil politique et sécuritaire de l'Éthiopie durant presque 30 ans. Progressivement écarté du pouvoir à Addis Abeba par Abiy à partir du moment où celui-ci est devenu Premier ministre en 2018, le parti continue de dominer son fief du Tigré. Les tensions entre Abiy et le TPLF n'ont cessé de croître, culminant en septembre avec l'organisation au Tigré d'un scrutin régional qualifié d'illégitime par Addis Abeba, puis avec l'attaque début novembre, selon le gouvernement, de 2 bases de l'armée fédérale par les forces du TPLF, ce que dément ce dernier. En Gambie, le gouvernement a prolongé de 6 mois le mandat de la Commission Vérité et Réconciliation mise en place par le président Adama Barrow pour enquêter sur les droits de l'homme sous l'ex-président Yahya Jammeh. Reportage. Le mandat de la commission était de 2 ans et devrait prendre fin en décembre 2020. Elle a été instituée par le président Barrow pour enquêter sur les violations des droits de l'homme commises dans son pays par l'ancien dictateur Yahya Jammeh. Ce dernier a dirigé pendant 22 ans un régime répressif marqué par des cas de torture, de viol et d'exécution extrajudiciaire en Gambie, une ancienne colonie britannique enclavée dans le Sénégal, à l'exception d'une étroite façade atlantique prisée des touristes. Les responsables de la commission Vérité et Réconciliation avaient saisi le président Barrow d'une demande de prolongation pour terminer les auditions, arguant notamment de la suspension de ses travaux pendant une période à cause du coronavirus. La commission a depuis le début de ses auditions entendu plusieurs hommes ou femmes, dont d'ex-responsables civils ou militaires, d'anciens membres d'un escadron de la mort personnelle de l'ancien président, les Junglers, et une ancienne reine de beauté. Elle pourra, au terme de ses travaux, recommander des poursuites ou des réparations. Elle ne peut en revanche pas prononcer de condamnation. Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a promis ce jeudi une concertation permanente pour construire un nouveau Burkina Faso. Il a fait cette promesse lors d'une intervention quelques minutes après l'annonce de sa réélection au premier tour par la Commission électorale nationale indépendante. Avec 57,87% des voix selon les résultats provisoires, le président Roch Marc Christian Kaboré s'est imposé dès le premier tour de la présidentielle. Il a réussi son fameux coup KO et repart pour un second mandat. S'exprimant suite à la confirmation de sa victoire au lendemain des élections,
Le président Roch-Marc Christian Kaboré a énuméré les questions sur lesquelles son gouvernement va s'atteler très rapidement, notamment les questions sécuritaires qui ont marqué la campagne électorale. C'est une victoire que nous avons obtenue. Il y a de la joie, effectivement, que nous avons au cœur, mais c'est également une responsabilité importante, celle d'être le président de tous les Burkinabés sans exception. Et je voudrais dire que tout ce qui concerne les questions sécuritaires, les questions de réconciliation nationale, les questions de développement, les questions qui concernent l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés sont des questions pertinentes et sur lesquelles nous allons nous atteler très rapidement. Selon les résultats provisoires publiés par la CENI, Eddy Kombo-Igo du CDP, l'ancien parti au pouvoir, se place en deuxième position avec 15,48% des suffrages et Zéphirin Diabré, l'actuel chef de file de l'opposition, arrive en troisième position avec un peu plus de 12% des voix. Dès l'annonce de la victoire, le président Kaboré a promis une concertation permanente et qu'il serait le président de tous les Burkinabés, sans exception. Les questions qui concernent... Et l'opposition également a tenu promesse à Ouagadougou. Des membres de cette opposition ont annoncé qu'ils vont utiliser les voies légales de recours pour traiter des irrégularités relevées pendant le processus électoral, y compris le jour du scrutin, le 22 novembre. Ils ont fait cette annonce juste après la proclamation des résultats par la CENI. L'opposition politique, à travers l'accord politique de Ouagadougou, prend acte des résultats provisoires proclamés par la CENI, se réserve le droit d'utiliser les voies légales de recours pour traiter des irrégularités relevées au cours du déroulement du processus électoral et tout particulièrement au cours du scrutin du 22 novembre 2020. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou, d'anciens chefs d'État et des diplomates étrangers, ont rendu ce jeudi au palais présidentiel un dernier hommage à Mamadou Tandja, l'ancien chef d'État, rappelons-le, décédé ce mardi à Niamey à l'âge de 82 ans. Les obsèques officielles de l'ancien président Mamadou Tandja ont été organisées dans la cour du palais présidentiel. Parmi les invités figurait notamment le général Salou Djibo, le chef de la junte militaire qu'il avait destitué en 2010. Ses 10 enfants, ses compagnons d'armes et anciens collaborateurs de l'ex-président des chefs traditionnels et religieux étaient également présents. À ton pays, ton cher pays, le Niger, tu as tout donné, y compris ta personne, convaincu que ta mission est justement d'être au service de ce peuple, notamment le monde rural, les femmes et les jeunes. J'ai gardé de lui l'image d'un homme affable, d'un homme très rigoureux sur les principes, qui aimait le travail, qui aimait aussi ceux qui travaillent et qui ne reculait devant rien par rapport aux intérêts du pays, aux intérêts de la nation. Celui-là, c'est un homme du peuple, qui aime le peuple, qui travaille pour le peuple. Et ce n'est pas pour rien qu'il est resté populaire. Et il survivra à sa mort, c'est certain. Malgré sa répression des Touaregs et sa tentative de rester au pouvoir à la fin de ses 2 mandats, l'ex-président Mamadou Baba Tandja reste une figure adulée pour sa lutte contre la pauvreté et son austérité. Il sera inhumé à Maïné-Sourao, son village natal dans la région de Difa, situé au sud-est, théâtre depuis 2015 des attaques des islamistes de Boko Haram. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète du retard des pays africains dans leur préparation à recevoir un vaccin contre Covid-19 qui sera donc la plus grande campagne de vaccination jamais menée sur le continent. Selon le coordonnateur de l'OMS pour l'Afrique du programme de développement de la vaccination et des vaccins, la région a un score moyen de 33% de préparation pour le déploiement du vaccin Covid-19, ce qui est bien en dessous de la référence souhaitée qui est de 80%. On l'écoute.
L'expérience a montré que lorsque nous avons une moyenne ou un score pondéré d'environ 80% ou plus, cela montre clairement que le pays peut déployer un vaccin en toute sécurité ou mener une campagne de vaccination pour atteindre le maximum d'impact. Nous sommes donc loin d'y parvenir, la moyenne pondérée se situant jusqu'à présent autour de 33%. Nous devons absolument travailler et soutenir les pays pour qu'ils puissent amener tous leurs différents piliers d'introduction de vaccins à un niveau où, si un vaccin devient bientôt disponible, un pays pourra le déployer en toute sécurité pour atteindre un impact maximal. De nombreux pays sont désireux et déterminés à obtenir le vaccin à temps. Nous savons que les pays africains sont inquiets et espèrent que la précommande de millions de doses de vaccins par les pays riches ne les empêchera pas d'avoir accès aux fournitures. Je pense que c'est vraiment la question d'aujourd'hui qui est débattue partout, en particulier dans la région. Voilà qui met donc un point final à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end en compagnie du programme de SICA. À très bientôt.